Bonjour et soyez les bienvenus sur ce rendez-vous du podcast. Vous reconnaissez désormais le rendez-vous. C'est un moment d'échange, de partage d'expériences avec de jeunes professionnels, avec des entrepreneurs du continent africain et au-delà, avec qui nous échangeons et nous apprenons de leur parcours enrichissant. Si vous venez de nous retrouver, je suis José Herbert Rodolé, agronome, socio-économiste, auteur, podcasteur. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette grande communauté de personnes qui nous suivent en Afrique et au-delà. Avant de partir, abonnez-vous et activez la cloche de notification et on se retrouve juste après ceci. Bonjour à tous. À nouveau, c'est un plaisir de prendre le rendez-vous du podcast Connexion avec vous. Comme d'habitude, nous allons à la rencontre de jeunes professionnels et des entrepreneurs sur le continent africain et au-delà. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Aude Anicette Coco depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Aude, j'espère que tu te portes très bien. Bonjour, ça va super bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Je garde la forme depuis Cotonou, je te reçois et comme j'ai dit, c'est un plaisir d'échanger avec toi. On va parler brièvement de toi, de ton parcours et surtout de ce que tu fais de manière professionnelle. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà à l'entame pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je suis Aude Anissette Coco, comme tu l'as dit au tout début. Je suis onboarding officer à Wave Côte d'Ivoire, où j'ai commencé il y a de cela 2 ans. Et je suis aussi blogueuse et influenceuse ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est un réel Alors, plaisir pour moi d'être avec toi. du coup, le plaisir il est partagé. Pour celui qui n'en sait rien du tout, onboarding officer, ça voudrait dire quoi? Onboarding officer, c'est le chargé d'intégration des nouveaux employés dans une entreprise. Voilà. Donc, moi, je me charge de partager la mission de l'entreprise, notre culture, nos valeurs, de manière à ce que le nouvel employé ne se sente pas perdu quand il arrive et qu'il puisse se sentir comme à la maison, comme on aime le dire. Alors, mais là, c'est, à vrai dire, on aurait pensé chargé de recrutement, mais c'est pas le cas du tout. C'est plutôt cette personne bienveillante, comme toi, qui s'assure du fait que le nouvel employé se trouve dans un environnement qui lui soit favorable. Exactement, c'est ça, c'est bien cela, tu as tout compris. Et, On va dire, je suis l'ange gardien de tous les nouveaux qui rentrent dans l'entreprise. ça dénote justement du fait que ce soit un exercice passionnant, un travail passionnant. Mais pour en venir là, quel a été ton parcours justement? Mon parcours, on va dire, il est commun, il est comme presque tout le monde. Mais ma seule particularité, c'est que j'ai fait un BTS d'abord en ressources humaines et communication. Et juste après le BTS, j'ai eu à faire mon premier stage, euh, un stage qui a duré 4 à 5 mois en ressources humaines en tant qu'assistante RH. Et juste après ça, c'était, on va dire, le point noir. Pas de stage, pas de boulot, rien du tout. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir occuper ce temps-là, c'est que j'ai décidé de prendre des cours d'anglais. Donc, j'ai fait 6 mois de cours d'anglais et après, j'ai décidé d'être volontaire, moi-même donner des cours et 1 an de volontariat. Et juste après les 1 an de volontariat, j'ai commencé à travailler en tant que web advisor, consultant au niveau d'une entreprise de la place.
Donc là-bas, c'était super bien jusqu'à ce que récemment, en 2019, je passe avec Wave. Donc, c'est on va dire, un chemin atypique. Chez nous, on dit toujours, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. J'ai fait les ressources humaines. J'ai tout fait pour me retrouver en ressources humaines encore. Je suis passée par beaucoup d'autres choses, conseiller client, professeur, mais je suis arrivée finalement où j'aime. Voilà. Mais en réalité, les ressources humaines, c'était une passion au départ. Oui, c'est une grosse passion. Depuis la troisième, je voulais être en ressources humaines. Ouais. Donc, c'est très intéressant justement parce que tu te retrouves dans ton cœur de métier à faire un travail que tu aimes. Et je peux t'assurer qu'il y a très peu de professionnels qui aiment le travail. La plupart du temps, beaucoup le font juste pour la pitance quotidienne, quoi. Donc, quand Ouais. tu l'aimes en plus, c'est super passionnant. Alors, je voudrais, avant de revenir sur le sujet thématique de notre conversation, parler avec toi aussi de cette période d'attente. On a aussi l'habitude d'appeler alternance, où tu as fini une formation, où tu es en attente ponctuelle, donc de t'insérer dans un système. Comment est-ce que ça se passe cette période? Parce que pour toi, tu as dû faire des choses parallèles, comme tu as dit. Mhm. Mais comment est-ce qu'on vit ces moments-là? Ces moments-là sont vraiment difficiles. Faut pas se leurrer. C'est vraiment difficile parce que euh, tu vois que tu avais déjà un plan de vie bien défini. Tu te disais, voilà, quand je finis d'avoir mon diplôme, je vais faire un stage. Après, je vais faire un contrat à durée déterminée et un CDI. Tu as une ligne toute tracée et tu vois que c'est pas de la rêverie. La vie réelle te rattrape. C'est vraiment difficile. Et pendant tout ce moment, je m'en voulais à moi-même parce que je me disais que peut-être j'ai raté quelque chose. Peut-être j'ai raté quelque chose, ce qui fait que je n'ai pas de boulot, ce qui fait que je suis à la ramasse au fait. Donc, je m'en voulais beaucoup. Et je me plaignais tout le temps. J'avais des crises de colère pas possibles. Voilà. Parce que je m'en voulais au fait. Je m'en voulais. Donc, c'était vraiment difficile. Euh, Comme j'ai l'habitude de dire, il faut toujours en parler lorsque ça commence à déborder. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait simplement. J'en ai en parlé et ça m'a beaucoup libérée, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et j'ai pu me retrousser les manches et j'ai commencé, comme je disais, à apprendre l'anglais et tout ça. Donc, c'était au fait ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de parler plus qu'autre chose. Voilà. J'avais besoin de parler plus qu'autre chose. C'était vraiment difficile. Mais au final, tout s'est arrangé et voilà. Vraiment, c'est un travail. C'est un travail dur hein, parce que tu tombes, tu es là, tu as l'impression qu'il n'y a personne. C'est dur, franchement. Oui, effectivement, je pense que d'une manière ou d'une autre, on est tous passés par cette étape-là et il y a très peu de personnes qui, de manière linéaire, finissent une formation professionnelle et arrivent à s'insérer automatiquement. Donc, ça voudrait dire que c'est un problème récurrent. Et comme tu as su le faire, c'est d'en parler, mais aussi de ne pas rester passif. Donc, Exactement. dans ton cas, tu as su prendre des initiatives et moi particulièrement, je te l'avoue, moi j'ai découvert Aude il y a quelques années, notamment sur Facebook où je lisais en sourdine beaucoup de tes publications et tout, je dis oui, ça c'est un bon profil pour le continent. Donc, c'est un plaisir de te retrouver. Donc, il faut dire que bien avant LinkedIn, il y avait Facebook. Et donc, Mhm. donc je vais faire le lien parce que quand on parle de social media management, quand on parle de blogging, au départ, ce n'était pas ta formation de base. Mais comment est-ce que c'est Oh venu? non, pas du tout. Euh, c'est
l'histoire, elle est quand même bizarre parce que de manière réelle, je suis quelqu'un de très fermé, quelqu'un de très timide. Voilà, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis en tant que tel. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée très facilement sur Internet. Et Internet me permettait de dire ce que je pensais, comme je le pensais et comme je le voulais. Mais en même temps, on sait que Internet a une double face. Il faut savoir choisir avec qui tu es ami. Il faut savoir choisir quel genre de poste tu fais parce que ça te rattrape forcément. Et je me suis dit, bon, d'accord, je vais faire des posts, c'est sûr, mais je vais rester aussi sobre que possible parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à parler sur Internet. Cela vient du fait que je ne sois pas vraiment sociale et tout ça. Donc, j'ai commencé à parler sur Internet, faire des posts, des publications. Et j'ai vu que c'était vraiment intéressant. J'ai voulu partir encore plus loin. Et j'ai fait pas mal de recherches. Aujourd'hui même, je peux devenir community manager. Mais bon, j'ai pas fait de formation en tant que telle, mais j'ai beaucoup plus de connaissances en community management que personne d'autre, franchement. Justement, et le paradoxe, c'est quand on te lit, on ne peut pas imaginer ta personnalité en griffe introvertie que tu viens de dire. Donc, le C'est web est clair. cet espace ouvert qui te donne tellement de possibilités. Mhm. Vraiment, c'est une aubaine pour moi. Faut pas que je mente. C'est une aubaine parce que quand je suis pas au boulot, je suis à la maison, je suis en train de faire mes recherches, je suis en train de lire. Franchement, euh, même causer sur WhatsApp, pour moi, c'est un problème souvent. Et là, c'est difficile parce que c'est mon travail, ma famille, mon travail, ma famille, parce que je suis hyper timide. Mais je fais l'effort, je continue toujours de travailler sur moi parce qu'on ne peut pas être asocial, ce n'est pas bon du tout. Ça, il faut le dire, ce n'est pas bon. Il faut travailler, il faut aider la société. Autant pour aider la société, il faut aller vers les gens. Les postes, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut quand même parler aux gens. Il y a des gens qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de présence physique aussi. Donc, il y a tout ça aussi que j'essaie de corriger chez moi et tout ça. C'est vraiment un travail aussi pour moi. Pas qu'Internet, aussi la vraie vie. Donc, je continue de travailler. Voilà. On est totalement aligné là-dessus parce que c'est un travail quotidien. Il faut travailler sur soi, pour essayer d'aller vers les autres. Je te sais dynamique et je crois, confiance que tu vas aller. Et déjà, ce sont ces genres de formats-là, j'essaie de les faire pour pouvoir justement échanger avec des personnes, pour avoir des conversations cordiales, mais aussi partager des expériences. Donc, c'est sûr que dans notre audience, des personnes seront touchées par ton parcours. Et, Super. et, Merci beaucoup. et quand on parle justement de management des équipes, ça fait pour moi comme une Mhm. contradiction entre celle qui se définit introverti ou timide, mais qui manage les équipes, qui travaille à ce que l'autre, en tant qu'individu, se sente à l'aise dans son travail. Donc, Ouais. je fais Euh, c'est clair. Au fait, il faut se dire quoi? On agit toujours comme on veut que les gens agissent avec nous. Voilà. Et je me dis, si je ne mets pas les autres à l'aise, si je ne mets pas les personnes avec qui je travaille à l'aise, ça sera difficile pour eux d'être à l'aise avec moi aussi. Voilà. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, du coup, si tu demandes à n'importe quel collègue, ils vont dire, mais Aude, elle est hyper taquine et tout. Alors que Aude, en réalité, elle est hyper timide et tout. Voilà.
c'est une carapace que je mets pour que tout le monde se dise, OK, ça va, on peut travailler dans une ambiance bon enfant et tout ça. Voilà. Et juste avant d'être onboarding officer à Wave, j'étais territory lead. J'étais responsable de territoire, j'aidais à l'expansion du produit sur le terrain. Et là-bas, j'avais une équipe. Et mon équipe, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à arrêter de m'écrire, à arrêter de m'appeler et tout ça, juste parce que ce n'était pas le chef et le subalterne, c'était plus les collègues. Pourtant, on savait que c'était moi qui les dirigeais. Donc, de manière à ce qu'ils se sentent eux-mêmes à l'aise, au fait, dans ce qu'ils font. Plus les personnes sont à l'aise, plus elles viennent te parler quand elles ont des problèmes. Mais quand elles ont peur, elles ne viennent jamais. Alors, parlons de blogging. Ta passion pour l'écriture, elle est venue comment? Dans la passion pour l'écriture, on va dire, elle vient des livres. Quand tu lis beaucoup de livres, ça te donne envie d'écrire. C'est toujours comme ça. Ça te donne envie de dire, voilà, j'ai lu telle chose, j'ai compris ça, j'ai compris ci. Déjà que j'ai fait les lettres, j'ai eu le bac littéraire. Donc là, déjà, imagine, nous, les gens du bac littéraire, on aime bien philosopher. Et en même temps, depuis toute petite, mon père, il était professeur de français. Ma mère, elle était professeure de français également. Donc, depuis toute petite, on me faisait faire des écritures, on me faisait lire beaucoup de livres. Je me souviens quand j'étais au CE1, mon papa, il me donnait des magazines. Des magazines et puis il me disait, tape ça sur l'ordinateur. Si tu finis de taper, là, tu auras un biscuit ou bien un bonbon. Donc, c'est comme ça. On écrit, on écrit. Il dit, mais Donc, faut créer une c'est ça histoire. qui Comme ça, t'avait quand initié tu vas déjà, créer quoi. l'histoire, tu vas voir, tu pourras raconter. Ah oui, depuis très petite, je créais déjà des histoires. Je parlais de ce que j'avais vécu la journée. En fait, c'est très important pour un enfant, pour développer, on va dire, quelque chose de spécial. Donc, c'était déjà là depuis très longtemps. Et en seconde, j'ai ouvert mon premier blog sur Blogpost. Je cherche encore à entrer, je n'arrive plus à entrer malheureusement sur le site. Mais bon. Et là-bas, j'écrivais mes journées, j'écrivais ce que je pensais de mes professeurs. Je les critiquais, c'était pas bien, mais voilà. Et au fur et à mesure, j'ai fait quelque chose de plus, on va dire, de plus professionnel quand j'ai eu le BTS. Mais ça encore, après, quand j'ai eu mon burn-out et que j'étais totalement dépressive, j'ai supprimé et j'ai relancé un dernier encore récemment. Et je pense que ça va tenir dans le temps parce que, Al- voilà, c'est al- sûr. Alors, un élément important que je note, c'est qu'à un moment, tu avais comme une peur d'être lu, c'est ça? C'est pour ça que tu as supprimé. Au fait, c'était pas que la peur d'être lue, c'est que limite, je ne me sentais plus quand j'écrivais. C'était devenu plus une obligation qu'autre chose. Et moi, je fais pas les choses par obligation. Si j'aime pas quelque chose, ou bien je ne me sens pas trop dans quelque chose, je préfère arrêter un moment et recommencer quand le moment sera venu. Et c'était comme ça. Je ne me sentais plus, j'étais grave dans une dépression et tout ça. Donc, je me disais, vaut mieux arrêter. Parce que ce que tu écris, ce que toi-même tu fais comme podcast, euh, si tu ne le sens pas, les gens, quand ils vont le recevoir avec des ondes négatives. Donc, du coup, ça va pas marcher en tant que tel. Et puis, eux-mêmes, ça va pas les aider. Alors que quand tu émets du tien, quand tu es heureux de le faire et tout ça, tu vois que quand les gens, ils le reçoivent, ils sont heureux, ils veulent partager avec toi et tout ça. Donc, c'est comme ça, moi, je vois toujours les choses. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est la manière dont on comprend que les autres recevront. Parce qu'il y a toute une énergie à concevoir, à écrire des textes, à les publier justement. C'est tout un processus.
Et si tu le fais avec la mauvaise mine, c'est sûr que ton public va mal le recevoir aussi. Donc, on est Exactement. d'accord. Alors, l'univers des influenceurs, parce que tu t'es défini en tant que tel, comment est-ce que tu peux diagnostiquer, sinon, quelle analyse tu fais de l'écosystème des influenceurs justement à l'ère des réseaux sociaux? Ben, les influenceurs d'aujourd'hui, comme tu les vois, hein. Bref, euh, Mais c'est pour ça que je te l'écosystème pose la est, question, parce qu'il y a beaucoup de tapage et toi, je te sais différente, voilà. ouais, ouais. En fait, l'écosystème, il est bien, mais en même temps, il y a différents types de thèmes, il y a différents types d'influenceurs. Moi, comme ça, sur Facebook, je suis pas une influenceuse parce que, voilà, je suis pas une influenceuse là-bas. Mais par contre, sur LinkedIn, je le suis parce que j'ai la possibilité de toucher plusieurs personnes. J'ai la possibilité de toucher, on peut aller jusqu'à 5000 souvent. Donc, euh, on va dire que l'écosystème, il est bien. Tout dépend du thème que tu choisis. Voilà. Tout dépend du Et thème que tu justement, choisis. de la manière dont tu te positionnes aussi. Voilà, exactement. Parce que ça aussi, c'est un grand travail, le fait de se positionner. Parce que moi, quand j'arrivais sur LinkedIn, j'étais perdue au début, franchement. J'étais grave perdue. Je me disais, ah, mais c'est où on est? Les gens sont bizarres et tout. Mais après, quand j'ai appris, j'ai compris que non, en réalité, c'est juste moi qui ne comprenais pas ce qui se passait. Voilà. Parce que dans l'utilisation de LinkedIn, justement, il y a cet aspect purement professionnel et donc tu as comme des limites dans lesquelles tu dois rester, mais il est permis quelquefois de sortir du cadre et peut-être que si tu compares tes posts selon ton ciblage, si tu compares tes posts sur LinkedIn, il y a des posts qui ne sont peut-être pas purement professionnels, mais qui ont eu beaucoup d'engagement aussi. Donc, il y a de tout. Et oui, clairement. Clairement. Il y a vraiment de tout. Et aussi, il faut connaître, on va dire, les jours où tu dois poster, les heures où tu dois poster. Il y a tout ça. Par exemple, un samedi soir, tu fais un post, c'est rare qu'il y ait de l'engagement, au fait. C'est très rare parce que les gens, ils sont avec leur famille et tout ça. Alors qu'un lundi matin, tout le monde est frais au bureau, tout le monde veut poster un truc sur LinkedIn. Donc, pensez quand tu postes là, ça a un grand engagement. Donc, il y a tout ça. Voilà, donc justement, il faut connaître les codes des réseaux sociaux. Et Ouais. c'est bien parce que quand je reçois des professionnels comme toi, j'essaie d'aller un peu plus en détail sur ce qu'ils font et quels sont, notamment dans notre ère des réseaux sociaux à l'aide des numériques, quelles sont les meilleures manières pour les professionnels justement d'utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que tu as des outils pratiques dans ce cadre-là? Euh, Moi, personnellement, je n'ai pas d'outils en tant que tel. Tout est une histoire de programmation, en fait. Tout est une histoire de programmation. Il faut vraiment faire des programmes qui sont nets et précis, de manière à ce que lorsque tu fasses un poste, ça ait de l'engagement. Moi, j'ai eu à faire de gros flops parce que justement, je n'ai pas suivi mes programmations. Je suis partie sur l'émotion et voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est concernant, par exemple, tout ce qui est, comment dire ça, tout ce qui est image à poster, tout ce qu'il faut monter. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications qui sont disponibles. Il y a Photoshop, il y a Canva, il y a pas mal d'applications au fait qu'on peut utiliser pour pouvoir faire des posts et tout ça. Aujourd'hui, c'est répandu comme ça sur Play Store ou App Store. Il faut juste choisir ce qui nous parle le plus et puis voilà. Sinon, hormis ça, c'est de la programmation, comme je disais. Il faut programmer
Moi, comme ça, je n'ai pas le temps de faire, euh, on va dire, de toujours réfléchir chaque jour. Donc, du coup, les dimanches, je suis plus libre. Je peux préparer des postes sur une semaine, 2 semaines. Et puis, tout ce que j'ai à faire, c'est juste les Semaine, publier, il t'est plus aisé simplement. de juste Donc, ça me publier. prend moins de temps parce que, exactement. Et puis, surtout qu'il y a le boulot aussi qui est là. Donc, tu vas pas passer tout ton temps à réfléchir pour faire des publications pendant que tu dois aussi atteindre tes objectifs au boulot. Donc, tout est une histoire d'organisation. Voilà. Tu peux nous donner un peu l'image type d'une journée de haut de bureau? Comment est-ce que ça commence? Quel est ton quotidien? Ah, ok. Ben, mon quotidien, il est hyper sympa. J'adore mon quotidien moi-même. Je suis fière de ce que j'ai construit. Déjà, ben, c'est le réveil. Je quitte la maison pratiquement à 7 heures. Et quand on dit 8h30 maxi, je suis au boulot. Je fais partie de la team café. Je prends beaucoup de café. Donc, café le matin, je cause un peu avec les collègues jusqu'à 8h50. Et je m'assois sur mon bureau, je revois ma liste de tâches pour m'assurer que tout soit vraiment prêt. Qu'est-ce que je vais faire pendant la journée? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Quelles sont les choses les plus importantes surtout? Parce qu'il ne suffit pas de faire, il faut se concentrer sur les choses les plus importantes. Donc, je fais ma to-do list. Quand je finis de faire ma to-do list, je commence à travailler à 9 heures. À 9h00, ça sera lire mes mails, envoyer des mails s'il le faut, toucher les personnes qu'il faut toucher si j'ai des tâches à faire, ainsi de suite. Et je ne suis pas seule dans mon rôle. Actuellement, nous sommes deux. Je suis avec ma collègue, elle s'appelle Lynn. Donc, avec Lynn, on fait des réunions, des petits briefs, aussi avec notre directeur de ressources humaines. Donc, c'est un peu ça. Et juste après, on a la pause à 13 heures. Et toute l'entreprise sait que c'est ma partie préférée, l'heure de la pause, la partie de la nourriture. Juste rire. Donc, euh, euh, La après la pause pause, déjeuner est ta partie préférée? oui, bien sûr, c'est très important. Ok. Ah oui. Euh, Donc, ben, après la pause déjeuner, on repart encore au bureau. Généralement, les après-midi, il y a beaucoup de meetings, vraiment beaucoup de meetings. Donc, on se concentre, pardon, sur les meetings. Et à 17 heures, je rentre. Je suis très, euh, très difficile sur mes heures de travail. De 9 heures, on va dire de 8 heures à 18 heures, je suis carrément disponible. Mais passé ces heures, j'éteins tous mes téléphones ou bien je suis sur mes réseaux parce que je ne veux pas qu'on me parle de travail après 18 heures. Voilà. J'essaie vraiment de gérer mon temps, sauf si bien sûr il y a une urgence, là il n'y a pas de souci. Là, sinon, si c'est quelque chose qu'on peut reporter à demain, je préfère dire non, demain on va s'en charger, simplement, de manière à ce que j'ai une work-life balance vraiment positive, ma vie et le travail soient vraiment au même pied d'égalité en même temps, de manière à ne pas m'épuiser de manière personnelle ou bien de manière professionnelle. Voilà. Non, mais c'est assez intéressant parce que justement, je suis en train de noter que tu n'es pas du genre à envoyer du boulot à la maison, en fait. Il y a Oh non, beaucoup qui, non, 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 quand non. ils finissent une journée, il reste encore beaucoup de tâches et donc ils sont obligés d'emporter et ordinateur et bloc-notes et beaucoup d'éléments pour travailler encore une fois à la maison. Il faut se concentrer. Moi, je me dis, j'avais quand même ce souci avant, hein. J'avais grave ce souci parce que je n'arrivais pas à me concentrer efficacement. Donc, ça fait que je perdais enfin, le temps, pardon, sur les choses inutiles, justement. Donc, du coup,
quand on approchait de 16h, 17h, je me rendrais compte que, ah, mais attends, il y avait ça qui était hyper important que je n'ai pas fait. Donc, du coup, il va falloir que je rattrape. Donc, soit je rentrais hyper tard, ou bien je me voyais en train de travailler à la maison encore. Or, quand tu es concentré, généralement, tu réussis à finir tes tâches. Et il y a eu certains jours où moi et ma collègue, nous avons fini nos tâches, genre à 14h, 15h, on a fini, et puis on n'avait rien à faire. Et je lui disais, mais bon, on a fini, on fait quoi? Et elle me dit, mais lisons le code du travail de la Côte d'Ivoire. Je dis, mais ouais, mais en fait, on fait quoi là? En fait, ça arrive si Oui. seulement si la personne est hyper organisée. Là, la personne peut le faire, franchement. Mais en même temps, ça dépend aussi hein, des boulots, moi, je sais pas. Dans ton rôle quotidien, comment est-ce que tu essaies de gérer les conflits justement sans piétiner les Euh, autres? concernant les conflits, il faut dire que je suis une personne très franche. Donc, ça fait que j'évite au maximum les conflits. Déjà, dans les valeurs même de mon entreprise, on nous dit que notre honnêteté est embarrassante. Cela signifie quoi? On est tellement honnête que souvent ça peut devenir embarrassant pour la personne. Mais tout en lui disant que si on est honnête de cette manière, c'est simplement parce que on veut ton bien. Et ça, je l'ai pris pour moi-même. Ça fait que si quelqu'un me fait quelque chose, au lieu de partir, par exemple, toi te raconter et te dire que, ah, il y a telle personne qui m'a fait telle chose, je n'étais pas contente et tout, je vais directement vers la personne. Elle est humaine. Si tu lui parles avec respect, elle va t'écouter. C'est s'il n'y a pas de respect que, voilà, la personne ne t'écoutera pas. Donc, tu vas vers la personne, je vais vers la personne, pardon. Je lui dis simplement que, voilà, tu m'as fait telle chose que je n'ai pas appréciée, simplement. De manière à ce que la personne comprenne que, voilà, Aude, elle n'aime pas qu'on lui fasse telle chose. Ou bien s'il faut, voilà, en parler, on en parle le plus calmement possible. Même pendant les réunions et tout ça, il peut y avoir des conflits sur des divergences d'idées. On peut se dire, voilà, moi je veux que, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là, cette histoire. Je peux dire à ma collègue que, mais aujourd'hui, il est 17h, allons à la maison en taxi. Et ma collègue va me dire, mais non, moi, je veux pas qu'on aille à la maison en taxi, je veux qu'on marche. Et moi, je vais me fâcher contre ma collègue. Je vais lui dire, mais pourquoi tu veux qu'on marche? Il est 17h et tout ça. Alors que si, par exemple, je lui dis, euh, dis-moi, quels sont tes arguments pour que tu nous fasses marcher? Elle va dire par exemple, bon, étant donné qu'on est assise toute la journée, au moins le temps de marche, ça sera du sport pour nous parce que on n'aura pas le temps de faire du sport quand on va rentrer à la maison parce qu'on va dire qu'on est fatigué justement. Donc au moins on pourra marcher C'est et un tout. très bon argument. Exactement. C'est un très bon Voilà. argument. Donc tu vois, il faut écouter au fait, il faut écouter et ce n'est pas parce qu'une personne a une idée différente de la nôtre que la personne a forcément tort. Bien au contraire. Peut-être si on écoute simplement les arguments, on va savoir que c'est vrai que notre idée est bonne, mais pour l'autre est meilleure. Donc c'est comme ça au fait que moi je gère les conflits. Je parle simplement et surtout avec le respect. Le respect passe avant tout chez moi, passe avant tout. Lorsque les esprits commencent à allumer un peu, et puis on revient rediscuter avec de nouveaux arguments, jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Je voudrais que tu nous Euh, dises à l'endroit de toute cette audience, est-ce que tu as des mots, est-ce que tu as des conseils pratiques ou quel sera ton mot à l'endroit de toute cette audience? ben, ce que je souhaiterais que les gens retiennent, c'est que euh, il ne faut pas se décourager, surtout pas se décourager. La vie est forcément faite d'embûches. C'est comme ça la vie. Et ça, on ne pourra pas changer. Mais
avec des pensées positives, on peut arriver très loin. On peut arriver très loin. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que ça sera difficile tout le temps. Une fois, il y a quelqu'un qui me disait que tu peux être, on va dire, le plus pauvre du monde, mais forcément, Dieu mettra une joie quelque part et c'est cette joie-là qu'il faut chercher. Donc, le tout, c'est de penser positivement afin de pouvoir atteindre les objectifs qu'on veut. Il faut continuer de travailler, ne pas baisser les bras, ne pas se dire non, c'est trop difficile. Surtout mettre son cœur à ce qu'on fait. Parce que si tu mets pas ton cœur à ce que tu fais, malheureusement, ça ne marchera jamais. Donc, mettre son cœur à ce qu'on fait et donner le meilleur de soi. C'est l'essentiel, c'est le plus important. Sinon, ce fut un plaisir aussi pour moi d'échanger avec toi. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que les contenus enrichissants partagés avec notre invité vous auront plu. Et avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir quotidiennement les notifications des prochaines parutions. On prend rendez-vous sur le blog josearodode.com où nous partageons avec vous des contenus écrits sur diverses thématiques d'intérêt pour le développement de l'Afrique. On se retrouve très bientôt.